Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Herli et je suis toujours très heureux de vous retrouver. L'épisode d'aujourd'hui se rapporte à la situation politique, économique et celle des droits de l'homme en Algérie. En février dernier, 2 ans s'étaient écoulés depuis la naissance du mouvement de contestation populaire algérien et malgré les succès obtenus par le mouvement du Hirak dès sa création, ce dernier traverse aujourd'hui une crise majeure car il a été affaibli par l'arrestation, la répression et la persécution des manifestants de la part du gouvernement algérien. Ce mouvement a été également affaibli par les divisions internes en raison d'un manque de leadership. Dans le même temps, l'élite dirigeante algérienne a pu renforcer sa position avec les amendements constitutionnels et les nouvelles lois qui criminalisent la contestation politique. Cependant, le gouvernement algérien commet une grosse erreur s'il estime que ces problèmes sont résolus. L'économie du pays est en grande difficulté et le peuple algérien en a assez de cette situation. La vérité est qu'un avenir sombre attend l'Algérie. Alors, comment se présente cet avenir et à quoi devons-nous nous attendre ? Pour discuter de ce sujet et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir Dr William Lawrence, spécialiste des affaires algériennes et nord-africaines. Le Dr William est un professeur de sciences politiques et des affaires internationales à l'université américaine. Il a précédemment travaillé comme directeur du département Afrique du Nord dans un institut de recherche appelé International Crisis Group. Le Dr Lawrence est titulaire d'un doctorat de l'école de droit et de diplomatie Fletcher et il a également enseigné à l'université Qadi Ayad de Marrakech. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission, William. Avant d'entamer la discussion avec vous, nous commencerons d'abord et comme d'habitude avec la correspondante de l'émission Adèle Nazarian et le chroniqueur J.D. Gordon. Adèle, le département d'État des États-Unis a publié le mois dernier son rapport annuel sur les droits de l'homme en traitant de manière très détaillée la situation en Algérie. Pouvez-vous mettre un coup de projecteur sur le contenu de ce rapport ? Merci beaucoup, Adam. Le dernier rapport, publié par le département d'État américain sur la situation des droits de l'homme pour l'année 2020, a dressé un tableau noir des droits de l'homme en Algérie, en énumérant les violations commises par l'État algérien en la matière, dont on peut citer l'absence de procédures judiciaires, les arrestations et les détentions arbitraires, l'atteinte à la vie privée et l'arrestation de militants du mouvement du Hirak sans leur accorder le droit à un procès équitable. Le rapport a évoqué également la question des prisonniers politiques et des journalistes détenus en Algérie. Ce qui est certain, c'est que l'espace des libertés est très restreint en Algérie. Peut-être que la seule bonne nouvelle dans ce rapport sur les droits de l'homme en Algérie est qu'il n'y a pas eu d'assassinat en 2020. Mais la situation reste loin des normes internationales. De plus, ce rapport peut contribuer à faire pression sur le régime afin qu'il améliore la situation des droits de l'homme. Retour à vous, Adam. Merci beaucoup, Adèle. Je pense qu'il s'agit d'un bon départ pour notre discussion d'aujourd'hui. JD, comment l'administration Biden voit-elle la situation en Algérie ? En fait, d'une part, elle est préoccupée par la situation des droits de l'homme là-bas et d'autre part, elle a besoin d'une certaine coopération de l'Algérie sur un certain nombre de questions telles que la lutte contre le terrorisme. Quelles sont les priorités de l'administration américaine vis-à-vis de l'Algérie ? Adam, je crois que l'administration Biden voit l'Algérie de la même manière que la plupart des administrations américaines précédentes et qui cherchent à maintenir un équilibre délicat. L'administration américaine est toujours préoccupée par la question des droits de l'homme, mais elle souhaite également soutenir ses partenaires à travers le monde dans la lutte contre le terrorisme. En fait, le département d'État américain a reconnu cette année que l'Algérie a fourni un coup de main dans des régions comme la Libye et la Somalie, qui sont des sources d'instabilité dans la région. L'Algérie est aussi un
partenaire des États-Unis dans le secteur du commerce. De même, les États-Unis sont considérés comme l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Algérie. Cette dernière n'est pas un pays pauvre, car elle est dans le premier tiers de la liste des plus grands pays en termes de PIB, grâce à sa richesse en pétrole et en gaz. Par conséquent, l'Algérie demeure un pays important et l'administration Biden tentera de faire pression sur elle afin qu'elle améliore son bilan dans la question des droits de l'homme. Ce bilan est mauvais, comme l'a montré le rapport du département d'État américain. Permettez-moi, Adam, de vous rappeler que lorsque vous étiez le porte-parole du département d'État américain et que j'étais le porte-parole du Pentagone il y a plus de 10 ans, le nom de l'Algérie a été soulevé à plusieurs reprises, pas dans un bon contexte, même lorsque nous étions en pleine guerre en Irak et en Afghanistan. Le nom de l'Algérie a été soulevé parce qu'il y avait plus de 20 citoyens détenus à Guantanamo qui ne voulaient pas retourner en Algérie. Certains d'entre eux ont résisté devant les tribunaux pendant des années parce qu'ils avaient peur de la torture en Algérie. Ainsi, l'Algérie a constitué une véritable difficulté pour nous et le retour des prisonniers algériens était une tâche rude. De même, nous avons perdu à l'époque l'une des plus grandes affaires devant la Cour suprême des États-Unis concernant un détenu algérien qui a fini par s'installer en France parce qu'il refusait de rentrer en Algérie. Yeah, well, good historical context, JD. Thank you very much. Merci beaucoup, JD, d'avoir présenté ce contexte historique. Nous nous tournons à présent vers notre invité, Dr. William Lawrence, pour lui demander son avis sur ce qui se passe et ce qui va se passer en Algérie. Bill, let's start with your thoughts about the Human Rights Report. Lawrence, on commence d'abord par le rapport des droits de l'homme et vous avez entendu l'exposé qu'Adel Nazarian en a fait. Quels sont donc, de votre point de vue, les points marquants dans ce rapport ? Les autorités algériennes arrêtent des centaines de journalistes, d'activistes et de figures de la société civile, et pas uniquement les militants du mouvement de contestation. L'Algérie arrête des citoyens juste pour avoir filmé une vidéo d'une manifestation dans les prisons. Et ils sont punis d'emprisonnement dans les mêmes établissements pénitentiaires qu'ils ont filmés. L'Algérie interpelle également les poètes. Ainsi, après que l'Algérie ait bénéficié de la liberté de la presse jusqu'à récemment, nous nous demandons aujourd'hui ce qu'il a advenu de la liberté de la presse et la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Permettez-moi de vous interroger ici sur quelques détails, car nous avons vu que le mouvement de contestation populaire a commencé comme une énorme vague, puis il a beaucoup diminué. L'une des raisons de ce déclin est l'arrestation par le gouvernement de centaines de journalistes et d'activistes des droits de l'homme. Le gouvernement algérien a également fermé plusieurs journaux et sites web et a adopté des lois criminalisant la critique des autorités politiques. Ma question, pensez-vous que toutes ces mesures gouvernementales ont réussi à contrôler ce mouvement de protestation algérien ? Vous vous attendez à quoi? Et à la lumière de toutes ces mesures gouvernementales qui ont été prises, pensez-vous que le peuple algérien puisse réussir à avoir un gouvernement démocratique, instaurer la justice sociale et atteindre plus de respect des libertés fondamentales? À propos de la première question, cela dépend de ce que vous entendez par succès. Si le succès consiste ici à faire calmer et contenir le mouvement, alors oui, les autorités y sont parvenues. Mais ce succès implique un échec plus grand à l'avenir, car la désescalade et l'endiguement conduisent à paralyser et contrarier les gens, ce qui conduit par la suite à une explosion et à une escalade de protestations. Néanmoins, il était surprenant que les niveaux de participation aux manifestations en mars dernier aient atteint des dizaines de milliers d'Algériens dans les rues de 12 villes, ce qui constitue un retour au niveau de 2019. Ceci alors que l'Algérie traverse la même crise économique qui sévit dans le monde entier. La plus grande question maintenant est de savoir quelle sera l'ampleur de l'explosion. Quand la vaccination aura-t-elle lieu? Et quand l'activité économique reprendra-t-elle? La moyenne annuelle traditionnelle algérienne est de 9000 marches de protestation par an. Et la question sera de savoir si le nombre atteindra 12 000 manifestations.
Y aura-t-il des mini-manifestations? Quand les manifestations populaires auront-elles lieu au niveau national? Et quand deviendront-elles explosives? Je ne pense pas que cela se produira à court terme, car l'Algérie garde toujours une liquidité monétaire et réussit à contenir le mouvement de protestation qui souffre de problèmes internes. Mais la situation va certainement connaître une explosion à un moment donné, comme ce fut le cas en 1988 et en 2019. La question est de savoir qu'est-ce qui conduira à cette explosion. Souvent, la raison est que les forces de sécurité ont recours à la violence, de sorte que la formation des forces de sécurité en matière des droits de l'homme et dans les prisons portera ses fruits. Car lorsque la violence des forces de sécurité ne fait pas de martyrs et de victimes, l'explosion n'a aucune raison d'être. Et il ne s'agit à ce moment-là que de doléances politiques. D'ailleurs, nous avons vu des milliers d'Algériens descendre dans la rue en février dernier pour commémorer les 2 ans du mouvement populaire. Oui, vous avez raison de dire que l'affaire était risquée, mais elle n'était pas accompagnée de violence. Comme vous l'avez dit, si elle était accompagnée de violence, la situation aurait empiré très rapidement. Chers téléspectateurs, nous allons prendre une courte pause et après nous examinerons la situation économique et les perspectives d'une stabilité politique en Algérie. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discutons des troubles qui s'étendent en Algérie. William, je veux entendre votre opinion sur les propos récents d'un analyste algérien. Je cite ce qu'il a dit. Algeria is now facing the most complicated political and economic crisis since independence in 1962. L'Algérie est actuellement confrontée à la crise économique et politique la plus difficile et la plus complexe depuis l'indépendance en 1962 à cause de la réticence du système politique envers un réel changement et de la répression du mouvement de protestation populaire. Tout cela a mis l'Algérie dans un état quasi catastrophique qui pourrait atteindre son apogée l'année prochaine. Fin de citation. Êtes-vous d'accord, William, avec cette analyse ? Non, pas du tout. Cette analyse provient d'un jeune universitaire diplômé vivant à Beyrouth. Il est peut-être un partisan du mouvement. Personnellement, je ne le connais pas, mais j'ai lu son analyse, qui manque de contextualisation historique, car 1956 était pire, et 1988 l'était plus que 1991. Et chaque année des années 90 a été pire que la précédente. Tandis que 2014 et 2019 ont connu des crises encore plus graves en Algérie. Par conséquent, la catastrophe dont il parle manque de vision historique. Mais peut-être que la catastrophe qu'il prédit est celle qui se produira si la situation explose et que quelque chose se passe dans le système qui entraîne le renversement d'une autre personne. Ce qui est arrivé dans le cas de Bouteflika. D'ailleurs, le nombre de manifestants en février était inférieur à celui de mars, car le nombre est devenu important à l'occasion de la commémoration du départ de Bouteflika, et non à cause du mouvement lui-même, ce qu'ils attendent avec impatience à nouveau. En fait, le mouvement veut changer les dirigeants, mais on ne sait pas ce qui déclenchera ce changement, et on ne sait pas non plus ce qui se passera à l'intérieur du système algérien. Le plus intéressant ici est le cas du président algérien, car après sa longue période de traitement en Allemagne et son retour en Algérie, il y a eu beaucoup de discussions sur sa succession, et s'il est toujours la bonne personne pour diriger l'Algérie. Ainsi, il s'est avéré à travers le dialogue de l'élite dirigeante que le président Tebboune ne détient pas tous les pouvoirs, bien qu'il ait bénéficié du fait que Bouteflika a renforcé l'emprise du président sur les clés du pouvoir en Algérie. Mais il n'a pas pu terminer la mission. Ainsi, on peut imaginer un scénario dans lequel le mouvement de contestation revient en force et parvient à exclure Tebboune, ce qui constituera un désastre pour le régime. Mais si le pouvoir algérien a supporté tout ce qui s'est passé dans les années 90, il ne s'effondrera pas de sitôt. Nous parlerons tout à l'heure de cette usure structurelle qui peut provoquer l'instabilité en Algérie. Mais je voudrais avant revenir un peu sur le rapport du département d'État sur les droits de l'homme. Car il semble que nous avons manqué de détailler un point qui est lié à la situation dans les camps de Tindouf sous contrôle algérien.
De nombreuses organisations de défense des droits humains ont dit à propos des camps de Tindouf que la situation là-bas est très déplorable pour les réfugiés qui sont tués, opprimés et interpellés. Ma question ici est de savoir pourquoi le rapport n'a pas mentionné la question des camps de Tindouf. Quant à la seconde question, l'Algérie porte-t-elle la responsabilité de ce qui se passe là-bas? Tout d'abord, cette question a été traitée dans la section de la protection des réfugiés entre deux paragraphes sur les réfugiés africains. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué car elle n'a pas été mise en évidence et on ne lui a pas consacré de section spéciale. En fait, il était intéressant de retrouver le Sahara marocain pour la première fois dans le rapport consacré au Maroc et nous pouvons maintenant mieux savoir à travers le rapport sur les droits de l'homme ce qui se passe là-bas. Mais l'information la plus importante était en 2021 et non pas en 2020. De plus, vous êtes sans doute demandé pourquoi les dernières nouvelles sur certains événements récents ne figuraient pas dans le rapport, et dont les plus importantes étaient l'exécution de certaines personnes près de Tindouf parce qu'elles ont quitté les camps pour rechercher de l'or, et l'armée algérienne les a tuées. Une enquête est en cours sur cette affaire et l'armée algérienne pourrait être tenue responsable. Est-ce qu'il fallait que la presse couvre cet événement? Certainement. Y a-t-il eu une couverture médiatique suffisante? Non. En fait, il existe une énorme différence entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc est un pays ouvert qui permet aux organisations de défense des droits de l'homme et aux journalistes étrangers d'entrer sur son territoire, tandis que l'Algérie continue d'interdire régulièrement l'entrée à des telles organisations ou de retarder l'octroi de visas à leurs membres pendant des mois ou des années pour les empêcher d'entrer. Nous n'avons pas pu savoir ce qui se passait en Algérie ou à Tindouf car personne n'a le droit d'entrer et donc de voir ce qui se passe là-bas. Peut-être que le rapport du département d'État des États-Unis aurait été pire pour l'Algérie si davantage d'observateurs avaient été autorisés à entrer sur le territoire algérien. De plus, l'une des choses surprenantes dans le rapport de l'Algérie est que les principales organisations de la société civile en Algérie, qui ont été autorisées à travailler pendant des années, n'ont pas été autorisées à continuer à le faire dernièrement, y compris la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, sous le prétexte qu'elle reçoit une aide de l'étranger. Alors que l'Algérie pourrait contrôler le financement sans pour autant interdire ces organisations ou entraver leur travail, c'est un sujet de préoccupation majeur et cela serait bénéfique pour l'Algérie si elle décidait d'être plus transparente. Discutons maintenant de quelques problèmes structurels en Algérie. En fait, il existe une pression populaire sur les dirigeants par le biais de manifestations, mais il y a aussi des pressions économiques plus graves, car le pétrole et le gaz représentent environ 95% des exportations de l'Algérie, et ce pourcentage constitue environ 60% du budget du gouvernement. Aujourd'hui, les prix du pétrole et du gaz ont baissé d'environ 30% et le gouvernement a été contraint de réduire son budget de 50%, ce qui est énorme. Mais malgré ces mesures d'austérité, l'Algérie a été contrainte de recourir à ses réserves de change qui ont diminué d'environ 70% par rapport à la situation d'il y a près de 6 ans et certains disent que cette réserve sera épuisée d'ici 2022. Pouvez-vous nous parler de la relation entre la stabilité politique et économique, car en dépit de la division de l'opposition, comme nous l'avons dit, et malgré la répression gouvernementale, la situation atteindra un point où elle deviendra insupportable pour le peuple. Alors, que se passera-t-il en Algérie? La première chose que je dirais, et vous savez que j'anime de nombreuses conférences sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, est que cela ne constitue pas un problème à court terme, mais plutôt à moyen et long terme. C'est-à-dire que cela ne constituera pas un problème dans 2 ou 3 ans, car l'Algérie, à l'instar des pays producteurs de pétrole et à forte population comme l'Iran et l'Irak, traverse des moments favorables lorsqu'ils peuvent vendre du pétrole à des prix élevés et des moments difficiles lorsque les prix baissent. Contrairement aux pays qui produisent du pétrole, qui peuvent vivre en toute sécurité, quel que soit le niveau des prix, compte tenu de leur petite population. Et parce que l'Algérie est un pays qui distribue au peuple les revenus pétroliers, elle ne se pose pas la question des réformes lorsque les prix sont élevés. Mais lorsque le prix du pétrole s'effondre, comme c'est le cas aujourd'hui, l'Algérie commence à parler de réformes. En fait, tout ce dont l'Algérie a besoin pour réformer son économie, et c'est le vœu des Algériens, c'est d'ouverture. Et c'est une sorte d'épée à double tranchant.
Réaliser la volonté du peuple en réforme passe par une sorte de stabilité, car cela met la pression sur le gouvernement pour ouvrir l'économie. Mais le gouvernement algérien dispose de suffisamment de liquidités pour distribuer de l'argent, afin d'éviter des troubles publics. Mais ce n'est pas un modèle économique qui peut durer. De plus, l'ampleur des manifestations se multiplie lorsque les griefs socio-économiques augmentent. Ainsi, à moyen terme, si les prix du pétrole continuent de baisser et que l'Algérie se trouve dans une situation concurrentielle difficile, que la pandémie continue de se propager et que le volume de la demande de pétrole diminue, alors là, l'Algérie pourra faire face d'ici 2 ou 3 ans à une situation de crise sociale inédite, dans laquelle un plus grand nombre de manifestants s'insurgeront. Permettez-moi de vous poser ici une question. Vous avez dit que si les prix du pétrole baissent pendant longtemps, le gouvernement doit entamer des réformes. Par exemple, en Arabie Saoudite, ils ont un programme de réforme qui s'intitule Vision 2030, afin de diversifier les sources de revenus et de stimuler le secteur privé. Pensez-vous que l'élite dirigeante en Algérie soit capable d'entreprendre des réformes similaires en réponse au prix bas du pétrole? Écoutez, pour y parvenir, il faudra quelque chose de plus grand que la baisse des prix du pétrole. Souvent, le résultat est un remaniement ministériel qui pourrait amener des personnes capables de créer un changement. Lors de mon récent voyage en Algérie, j'ai rencontré de hauts responsables des 2 des plus importantes facultés de gestion des affaires et des membres de la commission économique au Parlement. Ils ont convenu à l'unanimité que les Algériens étaient d'accord sur la nécessité d'introduire des réformes économiques massives, mais pour des raisons politiques. Comme les Égyptiens et les citoyens d'autres pays arabes, ils ne peuvent rien faire à cause de la pression populaire qui a été enracinée depuis l'époque des partisans du nationalisme arabe qui préconisaient que le rôle de l'État soit de distribuer la richesse nationale et de soutenir les services de base et de fournir des emplois à chaque diplômé universitaire. Ce qui est un mauvais système dans lequel l'État prend en charge l'économie. Et bien sûr, vous ne pouvez pas licencier les employés et arrêter les subventions avant d'entamer les réformes. Cependant, toute tentative de réforme de la structure de l'économie nécessite certainement de cibler l'aide apportée aux pauvres et d'assurer des opportunités d'emploi dans le secteur privé avant de réduire l'effectif des administrations. Mais ces pays ne sont pas capables de survivre avec l'inflation continue du budget, comme la Tunisie qui est actuellement confrontée à ce problème. En fin de compte, il s'agit d'emprunter au Fonds monétaire international et l'Algérie n'a jamais eu recours à l'emprunt, ce qui rend sa situation plus difficile. Elle peut émettre des obligations d'État et elle peut aussi emprunter, mais elle craint pour sa souveraineté. Mais l'emprunt peut apporter un certain répit à l'Algérie en cas de crise économique. Mouchahedine al-Kiram, if I could summarize, Algeria faces some very serious structural problems that it's old. Chers téléspectateurs, nous concluons de cette riche discussion que l'Algérie est confrontée à de graves problèmes structurels qu'elle ne peut pas résoudre avec ses idées obsolètes. Donc le peuple algérien continuera à souffrir avec l'oppression de l'opposition politique et il souffrira également des politiques économiques dépassées de ce régime. À la fin de cet épisode, je voudrais remercier en votre nom, chers téléspectateurs, Adèle et JD et l'invité de cet épisode, le Dr William Lawrence. Je vous remercie infiniment, monsieur. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Excellent Ramadan à tous.